Alors, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez sur la planète présentement et au moment où vous visionnez également cet enregistrement. Donc, c'est un petit webinaire du mardi. Comme tous les mardis, je vous propose une petite occasion pour chacun d'entre vous de pouvoir poser vos questions sur votre vie personnelle, sur la pratique personnelle, la pratique professionnelle. Et puis, évidemment, en début d'événement, je propose une petite conférence qui a pour but de répondre soit à des demandes qui m'ont été faites, soit à un sujet que je décide là, de vous présenter. Donc, je me suis dit finalement, comme vous l'avez peut-être vu dans les mails que j'ai envoyés à tout le monde, au grand public, je suis en train de mettre en place toute une réorganisation de mon activité qui va tourner autour de la pleine conscience intuitive. Donc, peut-être que ce serait intéressant de définir un petit peu plus ce que c'est que cette fameuse pleine conscience intuitive-là, pour que vous puissiez donc peut-être mieux comprendre les implications de cette pleine conscience intuitive-là, de quelle façon qu'elle peut être utile, sachant évidemment que la majorité d'entre vous, vous suivez peut-être déjà une formation avec moi et que vous avez déjà quand même un contact direct avec l'enseignement, donc vous avez peut-être déjà une idée de cet enseignement-là. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire un genre de petit survol des applications de la pleine conscience intuitive. D'abord, pourquoi la pleine conscience intuitive? Ça fait quand même plusieurs années, depuis 1998, ça fait quand même près de 10, plus que 10 ans, en fin de compte, même près de 15 ans, en fait. Je ne sais plus exactement, bon, je vous laisse le soin de calculer, qui est né l'écoute imaginaire. Alors, l'approche de l'écoute imaginaire avait un objectif très précis, c'était de démystifier véritablement les approches intuitives, telles que la clairvoyance, la médiumnité, en amenant vraiment l'idée que l'imaginaire est un véhicule, un support permettant de voyager en soi et dans une autre personne. Alors, ça a été, à travers les années, évidemment, un genre de défi pour moi de chercher à vouloir mettre en évidence l'écoute imaginaire, à vouloir faire comprendre aux gens, puisqu'évidemment, je le savais un petit peu au départ, mais je m'attendais peut-être que ce soit peut-être moins complexe, que l'imaginaire est un terme qui est très utile, très réduit en général, et pendant longtemps il a été, ça commence à changer. On a longtemps pensé que l'imaginaire, c'était quelque chose d'imagination, d'inventer des choses. Et moi, j'ai toujours été convaincu que l'imaginaire, c'est un moyen, quelque part, de se relier au lieu de créer, c'est de se relier. Se relier à quoi? Mais se relier à une forme d'univers parallèle doté de sagesse et d'intelligence. Alors, l'écoute imaginaire, donc, en 98, j'ai écrit un livre qui s'appelait L'écoute imaginaire, qui a été édité au Québec. Ensuite, elle a été réédité en France quelques années plus tard, en 2003, je pense. Et aujourd'hui, j'avais envie, à quelque part, d'actualiser un terme, une appellation plus proche de ce que je suis aujourd'hui, mais aussi plus proche également des nombreuses applications que la pratique propose aujourd'hui. Donc, c'est là qu'est venue cette notion de pleine conscience intuitive. Alors, il faut savoir que le mot pleine conscience regroupe, hein, c'est un médecin américain euh, qui a donc développé ce terme, la pleine conscience, en cherchant, en mettant en évidence justement que la méditation permettait de favoriser donc une dissipation du stress, favoriser des meilleures réactions immunitaires. Bon, il y a plein de recherches qui ont été faites autour de la pleine conscience. Alors, il faut savoir que la pleine conscience, dans un premier temps, c'est une appellation qui désigne, en fin de compte, une grande série de techniques que l'on retrouve dans les grandes traditions spirituelles. Alors, quand j'ai amené cette notion de pleine conscience intuitive, ce que je me suis dit, c'est que ce serait intéressant, évidemment, donc de proposer, un peu comme ce médecin-là a fait, de proposer une approche de l'intuition dans laquelle, évidemment, on tient compte donc de cette fameuse pleine conscience parce qu'inévitablement, vous l'avez sans doute compris, toute la démarche intuitive que l'on effectue tout au long de la pratique que vous êtes en train d'expérimenter, vous avez sans doute compris qu'on se rapprochait d'une forme de méditation, dans le sens qu'on avait des états de conscience altérée qui se manifestaient, des états de bien-être qui pouvaient s'effectuer par les actions qu'on en effectuait sur soi, et qu'évidemment, on pouvait aussi arriver à des états de méditation à travers certaines techniques, parmi certaines techniques qui sont enseignées dans l'enseignement. Et je me suis dit que la pleine conscience intuitive, c'est un terme intéressant pour la simple raison que l'imaginaire est un véhicule me permettant de voyager et me permettant de voyager pour accéder à cette fameuse pleine conscience. La pleine conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire de devenir pleinement conscient de qui je suis. Alors, si je regarde la matière physique, la matière terrestre, je peux être conscient de mon corps physique, dans le sens de ma réalité corporelle, je peux être conscient de mes gestes, conscient de ma conscience corporelle. C'est déjà en soi une forme de pleine conscience.
devenir conscient de son corps terrestre. Maintenant, devenir conscient de son monde intérieur qui anime ce corps terrestre, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, qui anime notre corps, qui est animé par la vie, le cœur, le foie, les organes, le sang qui circule à travers mon être. C'est des choses dont je ne suis pas nécessairement conscient. Alors, c'est là qu'intervient la pleine conscience intuitive, dans le sens qu'on peut apprendre, évidemment, à devenir conscient de ce qui circule à travers soi, au niveau énergétique. Et il faut savoir que tout ce qui s'appelle énergétique, pour moi, est un reflet d'une activité physiologique. Donc, on peut vraiment devenir pleinement conscient de sa santé physico-énergétique en devenant conscient donc de justement ces mouvements de vie qui circulent à travers soi et en apprenant à faire le voyage dans les différents organes qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est certain que ça, c'est un des volets qui m'apparaissait fort important que j'avais envie d'explorer avec la pleine conscience intuitive. Le deuxième volet qui était fort important, c'est qu'en voyageant dans le monde physique et dans le monde des énergies vitales qui circulent en moi, je constatais aussi que cette énergie vitale était animée par une forme de mémoire, c'est-à-dire par une forme d'information psycho-émotionnelle qui circule à travers mon être. Alors ça, c'est un autre aspect qui était intéressant, c'est-à-dire que j'avais envie, moi, d'explorer cette idée que la pleine conscience intuitive me permettait non pas seulement de devenir pleinement conscient de mon corps ou de ma dimension psycho-énergétique, de ma dimension plutôt énergétique dans mon corps, mais aussi de ma nature psycho-émotionnelle, c'est-à-dire qu'en reconnaissant que l'énergie vitale qui circule en moi est animée par des mémoires psycho-émotionnelles et que ça me permettait, encore une fois, donc de pouvoir devenir plus en plus conscient de mon être en ayant accès à cette information-là. L'autre aspect qui m'apparaissait intéressant aussi, c'est que, au-delà de l'aspect psycho-émotionnel, on arrive à toucher, bon, d'une part, les mémoires psychogénéalogiques, on parle d'une histoire personnelle, des mémoires psychogénéalogiques, des mémoires d'autres vies, et au-delà de ça, on accède à une forme de relation avec un monde spirituel qui nous met en liaison avec une force plus grande que soi, qui nous permet de définir une forme d'alignement à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, tout ça m'a permis de comprendre, justement, qu'il était possible à travers la pleine conscience intuitive, de pouvoir, avec mon être, de simplement développer tout cet univers, justement, que je viens de décrire, pour que la pleine conscience intuitive puisse se développer de la façon la plus large possible. Alors, c'est un grand défi, juste le fait de faire ce travail que je viens de vous décrire sur soi. C'est un défi certainement d'une vie. Et évidemment, il y a des êtres spirituels, des grands êtres illuminés, pourrait-on dire, qui ont réussi à se libérer de l'histoire de l'humanité. Alors, chacun d'entre nous allons essayer de nous en détacher le plus possible et les outils qui sont enseignés dans la pleine conscience intuitive, qu'ils soient donc d'arriver à développer donc le décodage intuitif, donc d'être capable d'échanger avec notre corps pour en comprendre la raison d'être, des perturbations, des messages qui sont là. La déprogrammation des mémoires cellulaires qui permet donc d'interagir avec la mémoire pour justement la libérer de sa programmation et les techniques de soins qui vont favoriser évidemment une meilleure circulation énergétique dans notre corps. Donc vous voyez que c'était les trois grands volets qui allaient être présentés dans cette pleine conscience intuitive-là. Et donc, la première étape de la pleine conscience intuitive, c'était certainement d'arriver à comme développer quelque part cette relation avec moi pour que cette pleine conscience avec mon être profond puisse se manifester. La deuxième pleine conscience intuitive que j'avais envie d'explorer et que j'ai pu vous proposer d'ailleurs d'explorer à travers les enseignements que j'ai développés, plus particulièrement la formation personnelle pour ceux qui ont pu l'explorer, puisque la formation personnelle n'a pas encore été mise en action véritablement, en tout cas en totalité. Donc cet aspect dont je vous parle, c'est la relation avec la Terre. C'est-à-dire que la pleine conscience intuitive me permet de découvrir que je suis moi en tant qu'être humain, un être animé d'une somme d'informations très large, mais je peux aussi me mettre en relation avec les règnes habitant le monde terrestre, les règnes minéraux, donc les pierres. On sait d'ailleurs depuis traditionnellement qu'on peut lire les pierres, les cristaux, etc. On sait que ces structures minérales sont pleines des compositions de minéraux, justement, dégagent une certaine énergie par la puissance des rayonnements cosmiques et telluriques qui se manifestent à travers les minéraux et qu'on peut effectivement constater que l'énergie de ces pierres-là peuvent donc dégager cette énergie qui nous fait du bien, mais elles peuvent aussi être programmées par des mémoires. Si par exemple quelqu'un qui porte un bijou avec une certaine pierre peut programmer cette pierre-là avec une certaine forme d'information à son insu. Donc, on peut, évidemment, par la pleine conscience intuitive, accéder à cet univers de sagesse et d'intelligence dans le monde des pierres. Donc, dans les pierres, évidemment, semi-précieuses, précieuses, mais aussi, évidemment, les pierres qu'on va retrouver dans la nature aussi. Donc, se relier donc à la vie qui anime la nature, finalement.
L'autre aspect, évidemment, c'est le monde végétal. Le monde végétal va nous mettre en contact avec les arbres, avec les fleurs, avec les plantes, avec évidemment l'eau, en quelque part, les lacs, les mers, etc. Donc, on commence à comprendre aussi que dans cet univers-là de la pleine conscience intuitive, on peut effectivement être en étroite relation avec le monde minéraux, le monde végétal, et nous faire découvrir quelque part que ce monde végétal-là est animé par de la vie, et que moi, en tant qu'être humain, si je développe une pleine conscience intuitive de moi-même, je peux aussi développer une pleine conscience intuitive de cet univers-là et découvrir évidemment que les aliments, par exemple, les aliments proviennent de la terre, bien souvent. Alors, les aliments, quelque part, comme une pomme, bien évidemment, la pomme, je peux me mettre en relation avec la qualité énergétique de la pomme, me mettre en relation avec la qualité psycho-émotionnelle associée à la pomme, à la limite avec la qualité spirituelle de la pomme. Alors, vous voyez qu'on peut vraiment développer comme une vision très, très globale et très vaste de ce qui anime justement tout ce monde végétal qui existe sur Terre. Donc ça, c'est un autre univers qui est fort intéressant et qui nous ouvre encore une fois cette pleine conscience intuitive de plus en plus fortement. Le troisième aspect qui m'apparaît important dans la pleine conscience intuitive, c'est le monde, c'est la pratique vers le partenaire. C'est-à-dire que j'ai pu développer une relation avec mon être, j'ai pu développer une relation avec mon monde minéral, mon monde végétal et mon monde animal que j'allais oublier. Le monde animal, bien évidemment, c'est que je peux communiquer avec des animaux, les vaches, les cochons, les fourmis, les chiens, les chats. Alors évidemment, il y a une approche qu'on appelle maintenant communication avec les animaux, qui est une approche effectivement où on cherche à mettre en évidence qu'on peut communiquer intuitivement avec les animaux. C'est certain que l'approche que je vous propose permet de le faire complètement, puisque l'être humain est certainement plus complexe qu'un animal. Et on peut donc faire un travail de la même façon avec un animal, avec les mêmes techniques ou à peu près, et arriver à des très bons résultats. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des animaux, des chiens, des chevaux ici plus particulièrement et des chats. Donc, on peut avoir une expertise qui peut se développer autour de ça, bien évidemment, pour ceux que cela intéresse. Alors, vous voyez que la pleine conscience intuitive nous fait comprendre, évidemment, que la vie est partout, en fin de compte. Il n'y a pas de dimensions sur Terre qui ne sont pas animées de cette pleine conscience intuitive-là, et que moi, si j'apprends à développer cette pleine conscience intuitive-là, mais je peux appliquer à toutes les sauces. Et c'est ça, quelque part, que j'avais envie de proposer avec cette terminologie qu'est la pleine conscience intuitive, faire comprendre que l'on peut vraiment développer une conscience beaucoup plus large et beaucoup plus vaste de la vie. Donc, je reviens avec l'application qui m'apparaissait fort importante, c'est que la pleine conscience intuitive, je peux le faire sur moi, je peux le faire dans mon règne minéral, végétal, animal, et évidemment, je peux le faire avec l'humain, c'est-à-dire avec un autre partenaire, une autre personne que moi. Et cette pleine conscience intuitive-là, habituellement, on va le faire dans un contexte d'alignement avec l'autre, hein, c'est-à-dire d'apprendre à développer des relations plus justes avec les autres. C'est ça l'objectif certainement premier dans un point de vue plus personnel. On va chercher à établir une relation plus en harmonie avec notre entourage parce qu'on va mieux comprendre les gens, parce qu'on a une intuition de nos propres problématiques à nous qui pourraient être transposées vers les autres et on va être capable de comprendre davantage les autres qui pourraient transposer des blessures, des douleurs qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes vers nous, ce qu'on appelle le transfert, et nous, on pourrait être moins réactifs à ça parce qu'on aurait une certaine maturité, une certaine compréhension de ce qui se passe. Donc déjà, la pleine conscience intuitive, lorsqu'on l'applique vers l'autre, ben déjà nous permet d'avoir une relation plus sage et plus mature dans nos échanges avec notre entourage. Donc ça, c'est quelque chose déjà de fort intéressant, de fort important, je vous dirais, à mettre en évidence. Et évidemment, il y a toute une autre application de cette relation avec l'autre où on cherche évidemment à développer ce qu'on appelle l'accueil, hein, qui va nous amener vers le pardon et qui va nous amener effectivement à se réunifier à certaines perturbations ou blocages ou réactions trop fortes qu'on a pu avoir avec notre entourage. Donc ça aussi, ça nous permet de nous relier à nous-mêmes, de renouer contact avec la position de verticalité et de ne plus raisonner avec notre entourage, nous permettant d'avoir des relations de plus en plus vraies, de plus en plus justes avec eux. Et puis évidemment, dans un contexte plus thérapeutique, on peut développer la pleine conscience intuitive dans un contexte d'aider un partenaire. Et c'est là évidemment que la formation professionnelle est proposée, puisque la formation professionnelle est vraiment orientée vers la pratique, vers un partenaire. Il y a 5 spécialisations pour la formation professionnelle. Ces 5 spécialisations touchent 5 vraiment spécialités, pourrait-on dire. Donc, la première spécialisation, c'est la multiconscience thérapie, c'est transformation et éveil grâce à la multiconscience thérapie. Qu'est-ce que c'est? C'est d'apprendre justement à cerner
qu'un être humain, hein, moi je suis un être humain qui, en apparence dans le monde terrestre, est unique, mais dans le monde subtil, je prends conscience que cet être humain qui est unique dans le monde terrestre, hein, qu'on peut voir comme étant bien défini, dans le monde subtil, il est morcelé. Morcelé par la multiconscience, c'est-à-dire qu'il est animé par plusieurs états de conscience, et ces états de conscience-là sont dissociés quelquefois. Alors, plus ils sont dissociés, plus la personne est pas dans un état d'équilibre psychologique ou psycho-émotionnel, et plus elle est en harmonie dans ces divers états de conscience-là, mais plus évidemment, elle a une personnalité plus intégrée, plus complexe et riche en fin de compte, et plus capable de s'adapter aux divers stress de la vie. Donc, vous comprendrez ici que tout le travail qu'on va chercher à faire dans le contexte plus professionnel, c'est donc évidemment de développer une perception du champ énergétique dans le partenaire pour comprendre son potentiel santé, donc de chercher à le valoriser, à comprendre la raison d'être des problèmes, des perturbations énergétiques, comprendre de quelle façon que l'on peut chercher à promouvoir la vie chez cette personne-là et à déprogrammer toute forme de mémoire qui pourrait être perturbatrice pour son énergie vitale. On peut également travailler sur l'aspect psycho-émotionnel, donc comprendre l'histoire de vie de la personne, comprendre où est-ce qu'elle en est dans son cheminement de vie, comprendre vers quoi elle tend, donc l'accompagner comme un coach, en fin de compte, dans son cheminement de vie. Mais on peut également se mettre en relation avec des mémoires psychogénéalogiques, des mémoires d'autres vies, qui peuvent effectivement être en résonance avec des blessures de notre histoire personnelle et qui peuvent effectivement entraîner des programmations qui ne sont pas souhaitables pour notre propre évolution et notre propre cheminement. Et là, on peut vraiment faire un travail d'accompagnement avec notre partenaire pour apprendre, lui permettre effectivement de développer une pleine conscience intuitive et d'élargir son point de vue, sa conscience, pour qu'il soit plus en harmonie avec lui-même. Donc, c'est un aspect fort intéressant que de pouvoir envisager cela. Et puis, évidemment, comme troisième volet dans la pleine conscience intuitive d'un partenaire, il y a évidemment la notion spirituelle où on peut reconnaître que notre partenaire est en liaison plus ou moins étroitement avec son âme ou son soi supérieur et on peut donc chercher à travailler avec lui pour, en fin de compte, aligner son énergie pour qu'elle soit de plus en plus en harmonie avec lui-même. Et on peut collaborer alors avec des intelligences qu'on peut appeler souvent guides, puisque c'est souvent comme ça qu'on les appelle, qui vont nous permettre justement de pouvoir aller plus loin souvent, parce que les guides ont la propriété ou la capacité plutôt de nous aider à aller plus loin dans notre pratique. C'est ça l'intérêt, puisqu'on travaille avec des énergies plus élevées, donc ils sont censés être capables de nous amener justement à un niveau plus élevé. Je dis censé parce qu'évidemment, si on a travaillé avec une énergie, on travaille vraiment avec l'énergie de sagesse et d'intelligence, on va constater que ces guides-là vont effectivement être plus sages et intelligents et vont nous aider à aller plus loin. Mais si, évidemment, on n'est pas en mesure de contacter des énergies vraiment d'intelligence plus vastes, bien, évidemment, ces guides-là vont pas nécessairement nous permettre d'aller plus loin que ce que nous avons accès comme connaissance. Alors, c'est pourquoi, justement, qu'il est donc important de faire ce genre de cheminement dont je viens de vous parler, de la pleine conscience intuitive, qui nous permet de nous libérer de l'histoire de l'humanité, puisque c'est cette libération de l'histoire de l'humanité qui nous permet d'accéder à des énergies plus vastes, qui nous font comprendre davantage le monde de la vie, l'univers, de quelle façon il est conçu, et de comprendre mieux les règles de la vie qui sont animées à ce niveau-là aussi. Donc voilà, ça c'était pour la pleine conscience intuitive, donc d'un partenaire. Et évidemment, cette fameuse pleine conscience, si on poursuit la démarche, j'en ai un petit peu parlé, mais j'aimerais ça y revenir pour bien comprendre, c'est que la pleine conscience intuitive est une porte d'entrée vers la démarche spirituelle puisqu'elle nous donne accès à une véritable démarche spirituelle, tant vers un partenaire que vers soi. J'allais même dire face à un règne végétal, minéral et animal, on peut même le voir comme ça. Il y a toute une démarche de comment je peux faire en sorte que la conscience intelligente qui anime ce avec quoi je travaille, ben de quelle façon je peux l'amener, cette conscience intelligente-là, à s'épanouir le plus possible dans l'univers pour qu'il y ait une forme d'équilibre et d'harmonie qui soit le plus important possible. Alors, c'est ça qu'on va chercher à faire tout au long de l'enseignement de la pleine conscience intuitive. Et c'est ça un petit peu que moi, j'ai cherché justement à proposer, à développer. Puis c'est pour ça que j'avais envie de donner une nouvelle appellation. Puis cette appellation-là me permettait sans doute aussi de mettre en place une série d'outils qui va favoriser le développement de l'intuition. Donc, le premier outil qui va être mis en place, c'est pour septembre prochain qu'il va être lancé. En fin de compte, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui va s'appeler Transformation et éveil grâce à la pleine conscience intuitive. Donc, c'est un jeu de cartes qui va favoriser justement une réflexion sur cette multiconscience thérapie dont j'ai parlé en tout début. Où on va comprendre évidemment qu'il y a 49 dynamiques psycho-énergétiques associées au chakra principal, et ce jeu de cartes-là va refléter ces 49 dynamiques-là, et donc le jeu de cartes va nous permettre donc de
concrètement avec un outil physique, pouvoir commencer à interagir avec ce mode de fonctionnement-là et commencer justement à découvrir un petit peu la méthode telle que je viens de vous la nommer. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter. Donc la pleine conscience intuitive, donc elle a vraiment un aspect donc de décodage des programmations et soins, et soit on l'applique ça dans toutes les sphères que je viens de vous nommer, pour moi, pour mon règne animal, végétal, minéral, pour un partenaire, et dans un contexte de démarche spirituelle, bien évidemment, de commencer à comprendre quelque part que mon travail que je fais sur moi, que je fais sur un partenaire, que je fais à travers les différents règnes, sont en liaison avec ce désir que j'ai de trouver une forme d'équilibre, d'alignement avec la conscience supérieure le plus possible pour qu'il y ait une plus grande expansion de conscience qui se manifeste dans le monde. Alors voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous témoigner, de vous partager concernant la pleine conscience intuitive. Alors donc, je me rends compte que je ne vous ai pas présenté les 5 spécialisations qui étaient prévues. Donc, je vous en ai parlé de la première qui concernait la multiconscience thérapie. Je vais peut-être simplement poursuivre en vous disant que la deuxième spécialisation, c'est soins quantiques de l'oreille et des fascias, qui est une spécialisation qui concerne davantage la dimension énergétique. Donc, la pleine conscience intuitive de la dimension énergétique va se faire dans cette deuxième spécialisation-là, puisque la première, qui est transformation et éveil grâce à la multiconscience thérapie, est davantage une préparation à tout le reste, c'est-à-dire qu'on genre de survol de toutes les grandes applications de la pratique, dans lesquelles vous allez découvrir justement comment on peut travailler sur l'aspect énergétique, psycho-émotionnel et spirituel. Ensuite, évidemment, vous avez cette spécialité sur la dimension énergétique, soins quantiques de l'oreille et des fascias. Vous avez une spécialité ensuite, coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire, dans lesquelles vous allez apprendre évidemment à accompagner une personne davantage sur la dimension psychologique, psycho-émotionnelle, pour apprendre donc évidemment à accompagner une personne dans cette dimension-là. Vous avez une troisième spécialisation, alignement soi supérieur et déprogrammation par les guides, qui est davantage évidemment une volonté que l'on a de travailler sur la dimension spirituelle. Et vous allez avoir une dernière spécialisation qui va s'appeler activation intuitive et libération émotionnelle, qui a pour objectif donc de vraiment faire un travail d'accompagnement thérapeutique. Alors évidemment, on peut accompagner une personne avec les techniques qui ont été apprises dans les spécialisations précédentes, sauf que celle-ci est vraiment spécialisée sur la libération émotionnelle, sur comment je peux faire décharger quelque chose d'une personne, parce que quelquefois, on a beau exprimer une personne, on a beau la soigner, on a beau faire tout ce qu'il faut, la personne elle a un blocage à l'intérieur d'elle-même, et ce blocage-là a besoin de sortir, pourrait-on dire, et les techniques qui sont vues dans la spécialisation vont vous aider à pouvoir vraiment avoir des outils, un arsenal thérapeutique pour vous aider justement à cheminer à ce niveau-là. Donc, vous voyez que la pleine conscience intuitive, dans son volet professionnel, est très, très développée. Vous connaissez donc la démarche de la formation de pleine conscience intuitive personnelle davantage, puisque maintenant, il y a 15 modules d'enseignement, excusez-moi, qui sont proposés dans le cadre de la formation personnelle. Et ces 15 modules-là vont vous donner l'opportunité de vraiment avoir une action très générale sur la vie, sur plein de sujets, sur plein de thèmes, et c'est un peu ce que j'avais envie. Et c'est pas dit qu'il y aura peut-être d'autres thèmes, parce que je commence à voir d'autres thèmes qui pourraient être intéressants à aborder. Puis il y aura évidemment un autre volet qui sera éventuellement à venir, qui va se développer parallèlement à tout ce que je viens de vous présenter, qui concernera plus le rituel chamanique, qui sera donc un enseignement qui proposera l'utilisation des 5 sens, donc l'olfactothérapie, la thérapie par le son, le dessin projectif, la constellation psycho-énergétique, les mises en scène théâtrales pour faire des rituels. Alors ça, c'est tout un autre volet qui va être découvert, qui va se développer. Actuellement, il est en cours, on est en train de développer des enseignements. Il y a un premier enseignement sur le son qui va être présenté pour septembre prochain. Et il y aura d'autres enseignements qui viendront ensuite se greffer à celui-là et qui aura pour objectif donc de permettre donc toujours d'élargir un petit peu la vision des choses. J'ai également une experte en enseignement sur la spiritualité, sur la méditation, respiration et yoga, qui va aussi intuitif, donc tout intégré à la pleine conscience intuitive, qui va être également proposé aussi dans la continuité de tout cela. Donc voilà, alors c'est un petit peu les nouvelles que j'avais envie de vous faire part par rapport à la pleine conscience intuitive et finalement de vous présenter d'une façon peut-être pétophée ce que c'est. Alors je ne sais pas s'il y a des questions. Alors les questions évidemment touchent plusieurs sujets. Ça peut être votre vie personnelle, ce qu'on vient de vivre ensemble, le partage que je viens de faire avec vous, ou encore évidemment sur la pratique personnelle et professionnelle. Donc, vous y allez quand vous êtes prêt pour
me faire part de ça. Alors, bonsoir Christiane, bonsoir Joanne, bonsoir Laurence et bonsoir Sylvie et peut-être les autres également qui sont présents dans la salle et qui n'ont pas interagi avec moi. Donc voilà, alors j'attends de vos nouvelles pour des questions que vous pourriez avoir sur le thème de la conférence ou sur d'autres sujets. Alors soit que c'est un sujet qui ne vous a pas tellement intéressé, ou soit que vous êtes béat d'admiration par rapport à la présentation que je viens de faire, ou voilà, donc et si vous avez des questions évidemment sur la pratique personnelle et professionnelle, vous pouvez y aller aussi. Alors, la conférence a pour objectif, en fin de compte, de vous présenter simplement l'idée que la pleine conscience intuitive, c'est la continuité de l'écoute imaginaire. Et pourquoi j'ai voulu changer ça? Mais évidemment, parce que l'écoute imaginaire était une appellation qui prêtait à de la confusion, souvent. Les gens, mes étudiants qui finissaient les formations n'avaient pas envie d'utiliser cette terminologie-là. Donc, il y avait un problème, évidemment, que je ressentais profondément. Et la pleine conscience intuitive m'est venue comme étant une appellation qui désignait parfaitement, d'une façon peut-être plus appropriée et plus juste, par rapport à l'enseignement que je proposais. Et c'est pour ça donc que je vais donc mettre davantage l'emphase là-dessus. Donc, j'ai des questions pour toi. Il faut juste me laisser le temps de te poser les questions. Alors, vas-y, Joanne, je t'attends. Alors, évidemment, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, des réflexions, des commentaires, ben allez-y, n'hésitez pas. Alors, j'espère que ça a été une conférence qui vous a plu. J'ai pas tellement de feedback de vous, donc peut-être que c'était quelque chose qui vous a pas intéressé ou qui a été un peu répétitif, je sais pas. Vous me faites savoir c'est quoi votre feedback par rapport à ça. Voilà quelques mois, mon mari m'a plaqué au lit avec ses deux mains et je pense que j'ai réveillé une mémoire d'agression. Oui, c'est certain que, avant même de parler de mémoire, France, d'agression, je te dirais que l'acte que tu viens de me décrire est un acte, évidemment, qui est pas relié à... Tu sais, c'est un peu objectif, c'est-à-dire que tu me dis que tu as peur de lui. Je dirais objectivement, si je m'adressais à toutes les personnes qui sont ici dans la salle, je suis convaincu que toutes les personnes me diraient sans aucun doute qu'elles auraient peur de cette personne-là de la même façon que tu as peur. Donc, sans parler de mémoire, dans un premier temps, il y a des faits. Alors, les faits, évidemment, nous confrontent à une réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a usé de sa force pour nous manifester sa puissance, et nous, on se fait sentir impuissants. Alors, c'est certain que dans des conditions comme celle-là, il peut y avoir effectivement des résonances avec d'autres mémoires. Maintenant, l'important, c'est avec quelle résonance, avec quelle mémoire que tu vas choisir de raisonner, tu vois. Ben là, tu dis, mais il était correct depuis plusieurs mois, donc, OK. Alors, c'est certain que toi, la chose que tu vas aller chercher, France, là-dedans, c'est que tu me dis que tu as une mémoire d'agression. La mémoire d'agression, il y a deux types de mémoire d'agression avec lesquelles tu pourrais communiquer. La première, c'est la mémoire d'agression de celui qui s'est senti soumis et qui s'est senti quelque part impuissant devant l'agression. Et il y a la mémoire de l'agression de celui qui s'est défendu et qui s'est défendu à un point que justement, il s'est libéré de la peur et s'est donné la permission, effectivement, de reconnaître qu'il avait lui aussi une certaine puissance et qu'il ne permettrait plus à l'autre personne de manifester ce genre d'énergie-là. Alors, tu vois, c'est ça un peu que j'aimerais que tu réfléchisses avec quoi tu raisonnes. Parce que tu me dis que tu raisonnes avec une mémoire d'agression, mais c'est intéressant de raisonner avec une mémoire d'agression qui te soit constructive et positive, tu vois. Quoi faire car notre couple est fragile? Alors, quoi faire? Moi, j'ai pas à te dire quoi faire dans un premier temps, France. Ce que je te dirais quelque part, c'est que c'est pas précise dans ce que tu me dis. Parce que là, tu me dis que tu as peur de lui, mais il a été correct depuis plusieurs mois. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Il a été correct depuis plusieurs mois. Donc ça veut dire que tout va bien, entre guillemets. Maintenant, ce que je comprends, c'est que cet événement-là t'a marqué. Il t'a marqué et il t'a mis dans une position de crainte, de peur vis-à-vis de lui. Donc, c'est là, quelque part, que toi, tu dois poser un regard sur cette peur-là qui est en toi et poser un cadre de fonctionnement avec ton mari pour que cette peur-là que tu ressens, que tu puisses à quelque part te sentir la moins dans la souffrance possible par rapport à ça et que tu aies les meilleures conditions possibles pour te protéger de la situation.
Donc, dans ce sens-là, quelque part, ça veut dire quoi? Tu dis que tu as des rêveries de protection. Mais moi, je te dirais, prends un papier, un crayon, puis écris c'est quoi ces rêveries de protection-là, et vois de quelle façon qu'elles pourraient concrètement se manifester, ces rêveries de protection-là. Par exemple, je sais pas, moi, que tu te sens quelque part que tu t'imagines avoir une chambre à toi dans la maison, une chambre à toi. Ben peut-être, effectivement, ça serait, je donne un exemple, hein, ça serait, ah ben oui, tu sais, ma protection à moi, ça serait d'avoir un espace qui m'appartiendrait, un espace que je pourrais même fermer à la clé s'il le faut, qui me permettrait de me protéger si jamais quelque chose. Alors évidemment, c'est pas l'idée de vouloir de vouloir comme nourrir quelque chose, mais c'est de vouloir faire comprendre à notre mari qu'on a vécu quelque chose de traumatisant, qu'on l'apprécie beaucoup, les efforts qu'il fait, qu'on trouve ça extraordinaire, mais que l'événement qui a eu lieu nous a profondément fait peur, puis qu'on constate qu'on a encore très très peur, et qu'on a besoin quelque part de se sentir sécure. Et pour se sentir sécure, voici les demandes qu'on a à lui faire pour justement développer cette sécurité-là. Alors le danger de tout ça, évidemment, c'est que lui puisse se sentir un petit peu fâché de constater que malgré tous ses efforts, on le reconnaisse pas, et c'est pour ça que c'est si important de lui faire comprendre qu'on doit énormément valoriser le fait qu'il a fait ces efforts-là et qu'on apprécie énormément tous ces efforts-là, mais que pour nous, étant donné qu'on a énormément peur, on a besoin de se développer, on a besoin d'être reconnu dans nos peurs, de nous reconnaître nous-mêmes dans nos peurs, et on a besoin effectivement de proposer à notre partenaire qu'il respecte nos peurs. Tu vois, c'est quelque chose comme ça que je sens qui pourrait être intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de France, de ça. Donc, oui, donc ça pourrait être, moi je te dirais que ça serait peut-être une chose qui pourrait être à faire. Et c'est pas un objectif vraiment de lui dire t'es pas correct, c'est vraiment de lui faire comprendre au contraire que c'est très bien ce qu'il fait, que c'est merveilleux, il faut vraiment l'encourager, il faut vraiment lui dire toute l'appréciation qu'on a pour lui par rapport aux efforts qu'il fait, mais que ça n'empêche pas que nous on a peur et que nous on a besoin de respecter notre peur et que dans ce sens-là on a besoin donc de mettre en évidence la façon qui pourrait être, que ces peurs-là pourraient être sécurisées par nous, et dans ce sens-là, lui faire des propositions dans ce sens-là. Alors évidemment, c'est pas dans le, c'est vraiment dans un sens constructif qu'il faudrait lui communiquer cela, et je pense que ça pourrait aider à ce niveau-là. Ça va, France? Des fois, je mets, tu me précises pas la phrase complètement, donc je sais pas ce que tu veux dire. Oui, je pense pas que ce soit le moyen pour toi de développer une protection ou ça. Hein. Tu me dis que tu mets des ongles dans la peau et il a rien fait. Euh, Moi, je t'invite évidemment à. C'est pas une agression, c'est pas une agression quand je te parle de chercher justement des moyens de protection. Tu as des réflexes de protection. Bon, ces réflexes de protection-là, par exemple, mettre les ongles dans la peau de ton mari, c'est une façon de protection, mais en même temps, c'est une invitation aussi à une forme de conflit ou de combat dans le sens de l'affrontement. L'affrontement n'est pas la chose que l'on doit viser dans une relation avec lui, puisqu'il est plus fort que nous, d'une part, et d'autre part, ben, quelque part, on n'a pas envie de ça. Donc, quand je parle de protection, c'est qu'est-ce que tu peux faire toi pour te protéger, pour reconnaître que tu as besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité-là, quelque part, c'est à toi de définir ce besoin de sécurité-là. Qu'est-ce qui fait que tu peux te sentir correct, toi, dans ta sécurité? Alors, tantôt, je te donnais l'exemple d'une chambre dans laquelle tu aurais une porte avec laquelle tu pourrais fermer à clé, avec laquelle il y aurait même, tu aurais accès, tu aurais un téléphone avec lequel tu serais toujours avec toi. Ce serait une façon de te sécuriser. Si, mettons, il y avait une forme de violence qui t'était manifestée, bon, ben, il y aurait une possibilité de, bon, tu vois, donc ça, c'est une chose. Maintenant, ça veut donc dire que si c'est pas encore sécurisant pour toi, ça veut donc dire que t'as encore peur. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller chercher encore, augmenter ce niveau de sécurité de peur qui est en toi, de sécurité plutôt, pour t'assurer justement que l'événement ne soit, que si jamais un événement de nouveau se reproduisait, que tu aies les moyens les plus favorables pour pouvoir justement t'assurer que ça ne se reproduise pas, d'une part. Puis d'autre part, qu'est-ce que tu as besoin, toi, journalièrement, pour te sécuriser, pour te réconforter, pour te faire du bien, pour te sentir justement dans une position où tu te sens sécure le plus possible avec toi-même. Parce que même si c'est pas violent, si tu restes dans un état d'insécurité et de peur de lui, ben, à quelque part, tu n'es pas dans une position de confort. Donc, c'est important pour toi que tu développes des positions de confort et que tu prennes le temps de réfléchir sur tout ce que tu pourrais avoir comme tout ce que tu auras besoin pour que cette sécurité puisse devenir présente dans ta vie. Ça va?
Est-ce que c'est clair pour toi, France, à ce niveau-là? Tu sais, puis l'autre chose que je te dirais par rapport à ça, France, et là, je dirais d'une façon plus intuitive, parce que jusqu'à maintenant, c'est un peu plus presque du bon sens dont je te parlais. Euh, c'est la politesse. Toi, France, je pourrais te dire ça comme ceci. Il y a une forme de politesse en toi. Et cette politesse-là, c'est ça pour moi la sécurité. La politesse, c'est que quand on est trop poli, par exemple, on peut devenir soumise à quelqu'un. Parce que la politesse, ça ouvre la porte à ça. C'est-à-dire, l'extrême politesse peut nous amener à devenir soumis à quelqu'un. Donc, on doit apprendre à reconnaître que cette trop grande politesse-là ne nous sert pas parce qu'elle nous amène vers une forme de soumission. La soumission va nous amener vers quoi? Ben, elle peut nous amener effectivement vers une forme de domination. Parce que si on est trop soumis à quelqu'un, ben l'autre personne, à quelque part, euh, peut avoir l'impression justement qu'on est dans un processus où on l'invite d'une certaine façon à ce qu'il s'impose à nous dans sa puissance, dans sa force, parce qu'on n'a pas, on se tient pas debout d'une certaine façon. Je te dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez toi. Ce qui veut dire que quand je te dis pas de sécurité, ça veut dire quelque part de définir justement de quelle façon que toi, tu peux apprendre justement à être adulte devant lui. Adulte devant lui, c'est-à-dire de te comporter comme un adulte, être moins dans un processus où tu cherches à lui plaire comme une jeune petite fille, par exemple, à son papa, mais plus d'être comme une femme. Et cette femme-là, ben, à quelque part, se donne l'opportunité de développer des réflexes de sécurité pour qu'elle prenne le temps de pouvoir se sentir en paix et en harmonie avec elle-même. Tu me suis à ce niveau-là, France, aussi? Alors, tu me dis, et moi, pendant ce temps-là, j'attends ta réponse. Et pendant ce temps-là, j'allais voir la question que Joanne me posait. Euh, d'accord, je te remercie, France. Alors, France, Joanne me disait, quand on travaille sur un chakra, faut-il faire tout le processus pour redonner l'équilibre du chakra au chakra? Ce qui veut dire couleur, rotation, ascendant, descendant, etc. Bien sûr que non, Joanne. On peut très bien faire une technique parmi tant d'autres, mais il faut se rappeler à quoi chacune d'elles servent aussi. Tu me poses ensuite si j'ai besoin de mieux comprendre le travail à faire avec la rotation du chakra. Je vais t'expliquer ça en revenant sur les bases des chakras. La première technique, à quoi elle sert? C'est ouverture-fermeture. L'ouverture-fermeture, c'est quoi? C'est ma capacité d'observer si le chakra en question est existant, pourrait-on dire ça comme ça. Hein, c'est un peu comme existant, dans le sens que s'il y a une bonne ouverture, une bonne fermeture, quand le chakra est ouvert, ça veut dire qu'il est réceptif à l'énergie tellurique et cosmique. Quand il n'est pas ouvert, il est fermé, il n'est pas réceptif à l'énergie cosmotellurique. Ça veut donc dire que plus l'ouverture et la fermeture se fait aisément, plus c'est un indice justement que le chakra est dans un processus de bonne réceptivité avec l'énergie cosmotellurique. Alors, s'il est trop ouvert, ben, c'est un problème. S'il est trop fermé, c'est un problème aussi. Donc, tu vois, ça, c'est la première technique qui va nous permettre de définir si l'individu ou si nous-mêmes avons un bon état de conscience par rapport au chakra, c'est-à-dire que nous avons une bonne capacité de syntoniser avec ce chakra-là. OK? Ça, c'est une première chose, qui est la première technique. Ensuite, l'équilibre par les couleurs va nous indiquer de quelle façon que lorsqu'on est, le chakra est ouvert, de quelle façon que la lumière cosmotellurique va circuler à travers moi, à travers les couleurs. La couleur va être c'est comme une forme de nourriture qui va circuler dans mon chakra et qui va finalement nourrir le chakra en question. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. De quelle façon que cette couleur-là va nourrir le chakra? Ça va être déterminé par la rotation. La rotation, il y a deux mouvements, centripète et centrifuge. Quand on dit centripète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait ça, centripète. C'est-à-dire que l'énergie se concentre vers l'intérieur. Centrifuge, l'énergie se diffuse vers l'extérieur. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Alors, quand on dit circulation rotatoire, dans la tradition ésotérique des guérisseurs même, on va souvent parler de la circulation dans le sens des aiguilles d'une montre, sens de contrainte des aiguilles d'une montre. Oublions l'idée de la montre parce que on va comprendre que si je pratique sur moi, ma montre va être dans un certain angle. Et si je le fais sur un autre partenaire, ma montre va être dans un certain angle aussi pour être capable de déterminer si je le fais en sens aiguille d'une montre ou pas. Donc, c'est subjectif un peu cette façon de faire-là. Par contre, quand on commence à comprendre ce qu'est le mouvement centripète et centrifuge, on comprend que le mouvement centripète et le mouvement centrifuge, et ce sont deux mouvements quelque part qui ont, on peut objectivement le faire. On a simplement à regarder
prendre un papier, un crayon, et écrire un mouvement rotatoire centripète, et écrire un mouvement rotatoire centrifuge, et on va comprendre que le mouvement centrifuge est un mouvement qui fait vraiment ça au niveau visuel. Hein, quand on regarde une rotation centrifuge, c'est quelque chose qui se répand vers l'extérieur. Centripète, c'est vraiment quelque chose qui se répand vers l'intérieur. Donc, ça nous permet de comprendre que l'énergie colorée que le chakra reçoit, s'il est centripède, il va la concentrer vers soi. Ça veut dire quoi se concentrer? Ça veut dire qu'il va il va accumuler, emmagasiner de l'énergie. Et s'il est centrifuge, il va prendre cette énergie-là puis il va la diffuser. Alors, vous l'avez compris que tous les mouvements qu'on retrouve dans les chakras doivent être alternatifs, c'est-à-dire qu'ils doivent être complémentaires. Si j'ouvre, je dois fermer. Si j'ai une circulation énergétique, une couleur qui rentre dans mon chakra, elle doit se diffuser. Le centripède va l'accumuler, le centrifuge va la diffuser vers l'extérieur. Alors, c'est ça un petit peu que je voulais te faire comprendre là-dessus, Joanne. Et si on regarde le mouvement descendant et ascendant, ben, quelque part, on comprend que chaque chakra ont des étroites relations avec les autres chakras. Donc, le mouvement descendant et ascendant vont nous permettre de voir de quelle façon que l'étroite relation entre les chakras existe. Le chakra qui descend est un mouvement qui nous dirige vers le parasympathique. C'est un mouvement qui nous dirige vers la nage de la terre, qui nous permet de nous enraciner et de nous ressourcer énergétiquement parlant. Le mouvement ascendant est un mouvement de dépense. C'est un mouvement quelque part qui nous pousse vers l'avant, qui nous fait avancer, qui relie davantage au sympathique plutôt, donc un mouvement dépensier. Et quand on regarde le mouvement de la Kundalini, ben c'est un mouvement descendant qui remonte ensuite d'une façon ascendante naturellement. Alors c'est ça un peu la Kundalini. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Joanne, par rapport au questionnement que tu avais sur les chakras. Donc, évidemment, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, n'hésitez pas, puisque c'est un moment pour vous, pour répondre aux petites questions que vous pourriez avoir sur votre vie personnelle ou encore la pratique personnelle ou professionnelle. Ok, Joanne, tant mieux si ça t'aide beaucoup. L'objectif, c'était un petit peu ça, finalement, de donner une information. C'est une bonne question aussi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre chacune des techniques associées au chakra. Peut-être que pour finir, il y a également la circulation entre les axes, qui est la dernière technique. Pourquoi elle existe, celle-là? C'est simplement, ça nous permet de voir vraiment le lien entre la personnalité plus primitive et l'aspect plus spirituel qui est en soi. Donc, on a 3 chakras plus primitifs, donc le chakra racine, sacré, solaire, et on a également le chakra du cœur qui est un lien, et ensuite, gorge, frontale, coronale. Donc, les axes vont se faire entre le chakra racine, chakra couronne, chakra sacré, chakra de la gorge, chakra solaire, chakra du cœur, et chakra du cœur, chakra frontal. Et ces axes-là vont nous permettre de nous indiquer de quelle façon que les énergies plus primitives vont se transmuter dans une voie plus spirituelle. Alors, c'est vraiment ça, c'est ça qui nous aide aussi dans cette façon de travailler également avec la circulation entre les axes. Et encore une fois, quand on fait un travail sur un chakra, bien évidemment, on peut choisir plusieurs techniques ou une technique selon le temps que l'on a, selon l'objectif que l'on se vise, etc., etc. Donc, c'est une liberté, en fin de compte, dans la pratique que moi je vous propose. Et je vous impose pas, quelque part, de suivre un protocole rigide, parce que ça serait dommage. On serait plus en relation avec la vie à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant sur l'ensemble de la conférence que je vous ai présentée ou sur d'autres sujets, comme je vous l'ai précisé précédemment? À propos du chakra de la gorge, je suis un peu mélangé. Est-il le chakra de la communication? OK. Donc là, tu touches le chakra de la gorge. Dans la tradition ésotérique, le chakra de la gorge, c'est la communication. D'accord? Pourquoi? Mais regardez, la gorge, elle est là, la parole, elle est là. Donc, il y a une évidence là-dedans. Maintenant, quand on commence à regarder d'un point de vue plus énergétique et moins d'un point de vue bon sens, gros bon sens, on comprend quelque part que bien sûr que la gorge, c'est la communication, mais c'est pas uniquement la communication. On doit comprendre évidemment que le chakra sacré, c'est le chakra qui nous permet de nous définir par rapport à notre entourage, de nous définir par rapport à qui nous sommes, par rapport à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être capable de me définir par rapport à moi et par rapport aux autres, je dois être capable de communiquer. Je dois être capable d'échanger. Je dois être capable de me dire, ben moi, Sylvain, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Intérieurement, je dois être capable de me parler à moi-même pour développer une relation avec mon être, pour comprendre qui je suis. Et je dois être capable ensuite de me définir face aux autres en me définissant par rapport à qui je suis et en me définissant par rapport à ce que les autres veulent que je sois. Par exemple, si je suis en Chine, je vais devoir me comporter d'une certaine façon.
Si je suis en Russie, je vais devoir me comporter d'une autre façon. Si je suis au Canada, je vais me comporter d'une certaine façon. Si je suis en France, je vais me comporter d'une certaine autre façon. Parce que socialement parlant, la collectivité de ce peuple-là va me demander de me conformer à ce qu'ils sont pour, d'une certaine façon, respecter la tradition qui existe dans la culture de ces pays-là. Ça, c'est le communicateur, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui essaie de se comparer aux autres pour essayer de trouver sa place dans la vie. Parce qu'effectivement, la position de l'identité, c'est ça. Quand je cherche à me développer une identité, je cherche à définir qui je suis par rapport à ce que les autres sont. Et si je veux être accepté par les autres, ben je dois faire en sorte de faire comme les autres font. Si je ne fais pas comme les autres, je vais me faire pointer du doigt et je vais me faire dire, t'es un mouton noir, t'es pas quelqu'un de correct, t'es pas quelqu'un de bien. Donc, le chakra sacré, c'est pour ça que moi, je l'identifie à la communication, et c'est beaucoup relié ça à la multiconscience thérapie puis à la psycho-énergétique des chakras, c'est-à-dire une façon de comprendre qu'il y a une typologie qui existe dans les chakras, et que le chakra sacré, c'est l'idée de la communication, puisque quelque part, c'est ce chakra-là qui va me permettre de reconnaître à quelque part mon monde intérieur et d'être capable de reconnaître le monde extérieur et de chercher à m'adapter à celui-ci. C'est aussi le chakra sacré, c'est beaucoup celui relié à la séduction. La séduction, mais c'est celui qui va m'amener, moi, à vouloir me faire aimer. À vouloir me faire aimer, puis pour me faire aimer, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais faire ce que les autres veulent que je fasse. Je vais m'adapter à eux. Quand on regarde le monde social maintenant, le monde de la société, le monde de la consommation, qu'est-ce qui va faire que je vais être capable, moi, de vendre à une personne 5 souliers? Ben, 5 paires de souliers, c'est parce que je suis peut-être un bon vendeur. Puis pourquoi je suis un bon vendeur? Ben, parce que je suis capable de lui faire comprendre à cette personne-là que ces 5 souliers-là, lui faut absolument. Et je vais lui faire un bon prix pour qu'elle les prenne. Alors, vous comprenez, c'est tout ça, quelque part, c'est pas la communication dans le sens pur du terme. C'est plutôt une tentative de communiquer avec les autres pour arriver à trouver une façon d'échanger, une façon dans laquelle je vais pouvoir me sentir apprécié, puis aimé, puis accepté socialement parlant. Alors, pour moi, le chakra sacré est beaucoup relié à ça. Quand on regarde maintenant la gorge, pour moi, l'expression de la gorge, c'est l'expression d'une communication qui est plus en liaison avec l'inspiration de qui je suis. Je suis un être créateur. Cet être créateur, de quelle façon qu'il va exprimer sa créativité? C'est parce qu'il va être capable de communiquer en mots ce qu'il est. Les grands créateurs de ce monde sont des gens qui osent être individualistes, qui osent dire quelque part ce qu'ils ont envie de mettre au monde, puis ils osent croire que ce qu'ils vont proposer au monde va être accueilli par le monde. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont réussir, puis il y en a d'autres qui ne réussiront pas, parce que justement, le monde, l'extérieur, le social, va pas tout accueillir ce que nous, on arrive avec, ce qu'on nous propose. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une question de timing, une question quelque part de moment approprié, qui vont faire que des gens vont être capables de reconnaître effectivement que la créativité qu'on leur propose, que le projet qu'on leur propose est merveilleux. Alors que d'autres, bien évidemment, vont dire non, non, je comprends pas ce que tu veux faire, puis ça va prendre peut-être 5 ans, 10 ans pour que les gens, quelque part, comprennent l'utilité de ce qu'on veut leur proposer. Donc, vous voyez que la communication, encore là, elle existe, mais c'est une communication qu'on pourrait plus dire, une communication dans laquelle on rentre dans un terrain vierge. C'est-à-dire que j'arrive avec une nouvelle façon de voir les choses, et cette nouvelle façon-là n'est pas été entendue, n'a pas été reconnue. Alors que dans le chakra sacré, elle a été entendue 1 million de fois. Parce que quelque part, ce qu'on fait, c'est simplement reprendre quelque part ce qui a déjà été fait dans le passé. Moi, si je veux me faire comprendre d'un Chinois, ben, si j'apprends la langue chinoise, ben, quelque part, ça va me permettre de trouver les bonnes expressions, les bonnes façons de communiquer, les bonnes intonations, qui va faire que la personne va m'entendre, puis elle va reconnaître que je parle chinois. Et elle va pouvoir communiquer avec moi. Alors, vous comprenez que c'est une forme de mimétisme qui permet, dans le chakra sacré, de pouvoir parvenir à communiquer adéquatement. Et que quand on est dans les chakras de la gorge, on est beaucoup moins dans le processus de vouloir se relier aux autres, on est plus dans un processus de se relier d'une façon verticale avec le grand tout qui nous permet d'amener notre mission dans le monde, notre créativité, notre vision créative de ce que nous sommes dans le monde. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi maintenant, Joanne. Maintenant, France qui me dit quand on veut libérer une mémoire. Vas-y, France. Euh, je prends les chakras et je joins. Ok, ça, je comprends pas ce que tu veux dire, France, par rapport à ça, mais tu pourras me le préciser. Alors, c'est ça, exactement. C'est une option. Oui, bien sûr, les chakras, effectivement. Ok, donc tu peux prendre effectivement les techniques des chakras
et les combiner pour favoriser la libération. Mais la libération, quelque part, c'est un processus. Un processus, c'est pas quelque chose qu'on va dire, aujourd'hui, je me suis libéré de quelque chose parce que j'en avais la volonté. Le processus de libération va se faire à travers le temps. C'est-à-dire, je peux me libérer aujourd'hui d'une certaine facette de moi. Cette facette de moi, je peux m'en être libéré un certain pourcentage et constater que le lendemain, il y a une autre partie que j'avais pas vue qui est encore présente. Donc, un travail d'accompagnement là-dedans qui est très important. Arrêtons de croire, quelque part, au miracle. Le miracle, c'est de dire, ben oui, je me suis libéré de quelque chose et ça ne reviendra plus jamais. On est souvent confronté inévitablement par notre niveau de conscience à vibrer à des fréquences plus basses que l'on souhaiterait et de nous retrouver dans une situation où on pensait quelque part s'être libéré de quelque chose et elle peut remonter à notre conscience. Et évidemment, quand ça remonte à notre conscience, c'est différent de ce que c'était auparavant. C'est juste qu'on a touché d'autres couches, je dirais. Donc, je dirais que c'est ça un petit peu le travail qu'on va chercher à faire également pour favoriser ce travail de libération. La libération, elle va se faire par le décodage intuitif qui nous permet de comprendre ce qui se passe, la déprogrammation qui nous permet de libérer la programmation et les soins. Alors évidemment, de quelle façon qu'on va utiliser les soins? Ben, les techniques du chakra, France, sont des techniques qui sont effectivement propices pour faire le soin, mais il y a d'autres techniques qui sont présentées dans le cadre de la formation, qui nous permettent de faire un travail sur ce type sur des interventions énergétiques. Alors donc, décodage, déprogrammation et soins, soins étant une boîte à outils avec plusieurs techniques qui ont été vues, qui sont vues tout au long de la formation. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour toi. Je prends toujours les chakras. Ma partenaire a fait un rêve. D'accord? Donc, effectivement, la technique des chakras est une technique fort intéressante. C'est certain que dans les soins quantiques de l'oreille et des fascias, on aborde vraiment d'autres techniques de guérison plus énergétiques à ce moment-là qui vont vous permettre de découvrir d'une façon plus importante toutes les habiletés de soignant que vous pouvez retrouver en tant que guérisseur, hein, parce que l'idée du guérisseur, c'est d'avoir l'habileté à soigner. Il y a plusieurs façons de soigner. Alors, les chakras, c'est une façon fort importante et fort intéressante parce que dans les deux modules que vous avez vus, sans doute, c'est très complet. Mais vous avez également, donc, dans les soins quantiques de l'oreille des fascias, une série d'autres techniques qui sont proposées, d'ordre de certaines techniques traditionnelles, des guérisseurs, et d'autres techniques moins traditionnelles, entre autres des thérapies quantiques plus récentes, qui vous sont proposées, mais toujours combinées avec le développement de la pleine conscience intuitive. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé. Est-ce que vous auriez d'autres commentaires, d'autres rêves? Parce que là, tu me parles OK. Ma partenaire a fait un rêve, sa mère a eu des vertiges en même temps. Alors, OK. Et qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça, France? Parce que quand ta partenaire fait un rêve, ce qui peut être intéressant, évidemment, c'est que tu peux, toi, prendre le temps de faire un travail intuitif sur le rêve en question pour en comprendre le sens, être capable de l'aider. Si jamais elle ne comprend pas elle-même son rêve, tu peux donc l'éclairer à ce sujet-là. Et la mère a eu des vertiges en même temps. Là, je comprends pas très bien ce que tu veux dire par ça, France. Et quel est le sens de tout ça? Parce que le rêve, donc pendant la nuit, donc cette personne a fait des rêves et elle a fait des rêves. Et ces rêves-là, quelque part, concernant sa mère, probablement, c'est ça que tu veux dire? OK, on découvrait les non-dits par rapport à la mère. Ouais, ben OK, c'est intéressant. Mais effectivement, on est tous reliés, hein. Donc, quand un travail se fait sur une personne, ben cette personne-là, quelque part, elle change sa condition énergétique. Et parce qu'elle change sa condition énergétique, elle a des impacts sur son entourage. Alors, c'est dans ce sens-là que la mère pourrait avoir effectivement des vertiges. C'est une option, effectivement, qui peut être présente. Comment faire pour me pratiquer à ressentir si un chakra en déséquilibre sur moi ou sur un partenaire quand tu expliques les subpersonnalités psycho-énergétiques? Ça, Joanne, il y a deux questions dans ta chose. Je vais te répondre les deux. Comment faire pour pratiquer à ressentir un chakra en déséquilibre sur moi ou un partenaire? Il y a des techniques qu'on a vu tout à l'heure que je t'ai décrites. Ouverture-fermeture, équilibre par les couleurs, circulation rotatoire, mouvement descendant-ascendant, circulation entre les axes. Si tu fais ça, et tu n'es pas capable de me dire ce que tu viens de me poser, c'est-à-dire si tu n'es pas capable de dire si un chakra est déséquilibré ou pas, ça veut donc dire quelque part que tu as un problème dans la technique, que tu ne fais pas bien la technique, que tu n'es pas en mesure de bien cerner la technique, parce que ces techniques-là doivent t'amener à une compréhension très riche et très complète de la nature circulatoire du chakra en question. Ça, c'est une première chose. Si tu parles maintenant des sous-personnalités psycho-énergétiques, là, c'est un autre thème qui touche vraiment la notion de multiconscience. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je peux être habité par plusieurs sous-personnalités.
Ces sous-personnalités-là sont animées par une structure psycho-énergétique associée au chakra. Et encore là, je peux, sur cette sous-personnalité-là, faire un travail d'ouverture-fermeture, et toute la série de techniques qu'on a vues sur les chakras pour constater justement que quand je fais ça, cette sous-personnalité-là, je peux arriver à déterminer quelle est la nature de ces chakras, quel est le niveau de déséquilibre qu'elle peut avoir, ainsi de suite. Donc, encore une fois, si tu parviens pas à ça, ça veut donc dire qu'il y a un problème que tu as dans le décodage de ce que tu fais. Joanne, tu me poses des questions quelque part que tu n'aurais pas te poser. C'est-à-dire qu'on peut mettre les mains, on peut effectivement les visualiser, on peut faire les deux. Moi, ce que je te dis, pourquoi pas faire les deux? Surtout quand on le fait sur un partenaire, c'est certainement plus intéressant de faire les deux, parce que le partenaire va sentir effectivement qu'on a notre main, et nous, on va en plus faire le travail avec les perceptions imaginaires. Donc, on va enrichir le travail. Maintenant, si on le fait sur soi, c'est peut-être moins nécessaire de mettre nos mains, mais on peut le faire aussi. L'important, quelque part, c'est de se sentir à l'aise avec la technique. Et je pense, Joanne, que tu te poses trop de questions par rapport à la technique même. C'est-à-dire, c'est important que tu apprennes à t'approprier la technique, et dans ce sens-là, de faire des tentatives pour que tu te sentes de plus en plus à l'aise avec la technique, plutôt que de rester trop accroché à des réflexions ou. Non, moi, je te dis et. C'est-à-dire que arrête de dire des ou et mets les et. Les et, c'est, on peut faire plein de choses. Ajoute des choses. Amuse-toi, justement, à rendre la technique plus folle, pourrait-on dire, parce que justement, tu intègres, tu combines plein de choses. C'est comme ça que tu vas enrichir ta pratique et non pas l'inverse. Tu parles de que le biolumineux est moins présent. Oui, le biolumineux, c'est-à-dire que bien sûr, et ça, tu comprends pas bien cette question-là, Joanne? Parce que le biolumineux, à quelque part, c'est ça que je voulais savoir, si je fais juste dans la pleine conscience intuitive. Mais la pleine conscience intuitive, à quelque part, c'est quelque chose qui se développe. D'accord? Donc, et pas mal peut savoir, ben, il y a sens visuel, auditif et sensitif. On a su à quelque part que ces trois manifestations-là. Donc, c'est important que quand tu pratiques, tu dois le faire en conscience. En pleine conscience, justement. En pleine conscience intuitive, ça implique que tu sois capable de me dire qu'est-ce qui se passe quand le mouvement d'ouverture-fermeture se fait, qu'est-ce qui se passe quand l'équilibre des couleurs se fait, qu'est-ce qui se passe dans la circulation rotatoire, qu'est-ce qui se passe dans le mouvement ascendant et descendant, qu'est-ce qui se passe dans la circulation entre les axes. Et c'est ça, quelque part, que tu dois être capable d'arriver à faire, puis tu dois être capable de comprendre que si un chakra est dans un état d'activité important, équilibre hypoactif, hyperactif, désalignement, hyper surchargé, épuisement, ben c'est évident que la bioluminescence va changer. C'est évident qu'un équilibre d'un chakra va être biolumineux, hein, il va une belle bioluminescence, mais un chakra qui est déséquilibré n'aura pas cette bioluminescence-là de la même façon, c'est clair. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être bien compris à ce niveau-là aussi. France n'a pas les mémoires des ancêtres. Oui, ben quelque part, tu fais référence à des non-dits, des mémoires des ancêtres par rapport à ta cliente. Bien sûr, comme je disais tantôt, qu'on c'est possible effectivement que l'on puisse arriver à comprendre effectivement que les ancêtres peuvent avoir des impacts sur nos parents et peuvent avoir des impacts sur notre propre vie à nous. Et que le fait que nous, on commence à s'autoriser le droit de le dire, ben évidemment, ça peut impliquer avoir des changements dans la relation qu'on a avec notre mère et des changements dans notre relation avec nos ancêtres aussi, bien évidemment également. C'est la beauté de la chose, justement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Là, j'aurais pas mal fait le tour des questions que les gens avaient jusqu'à maintenant. Donc, s'il y a d'autres questions, ce serait le moment de les poser. Ma cliente perd la voix et m'a dit je dois vivre beaucoup de colère. Je comprends pas très bien. Est-ce que là, ma cliente perd la voix et elle m'a dit que je dois vivre beaucoup de colère? Ça veut donc dire que ta cliente t'a dit que tu devais vivre beaucoup de colère, France. C'est ce que je comprends. Peux-tu me confirmer que c'est ça que tu veux dire, juste pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux me dire? Puis quelle est la question que tu veux me poser également par rapport à ça? Parce que là, je comprends pas très bien. Joanne qui me dit, c'est parce que la semaine passée, j'ai eu une cliente, j'ai fait tout le processus de guérison demandé par les chakras, mais je ne suis pas arrêté au biolumineux ou autre. Ben effectivement, la prochaine fois, Joanne, il va falloir que tu le fasses, que tu t'arrêtes à cette bioluminescence-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, c'est que si tu réfléchis, l'ouverture et fermeture de chakra, ça veut dire quoi? Si le chakra s'ouvre et se ferme, ça veut donc dire quelque part qu'il y a une bioluminescence. Si une belle circulation, l'équilibre des couleurs se fait facilement, ça veut donc dire qu'il y a une belle bioluminescence.
Si une circulation rotatoire se fait adéquatement, centripète, centrifuge, il y a une belle bioluminescence. Donc, tu vois, il y a quelque chose de logique là-dedans. Alors, c'est lorsque il y a moins bonne qualité de ces techniques-là que je viens de nommer, que là, on va inévitablement arriver à conclure qu'il y a une moins bonne bioluminescence. Et c'est là qu'on va pouvoir arriver ensuite à déterminer est-ce que c'est des alignés, est-ce que c'est hyper surchargé, ainsi de suite. Alors, France, j'attends donc ta précision par rapport à ta question. Enfin, préciser aussi la question également si, pour que je comprenne mieux ce que tu veux me communiquer. Bienvenue, Joanne. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? J'espère que je viens de me rendre compte qu'il n'est peut-être pas enregistré. D'accord, Joanne. Donc, je te souhaite une belle fin de soirée. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des questions sur ce qui a été vu jusqu'à maintenant? Ben, bienvenue, France. Ça me fait plaisir. Ça t'a permis de d'éclaircir le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je pense que non. Donc, je vais vous remercier pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. Et comme convenu, donc j'espère que j'ai enregistré l'enregistrement, parce que je ne le vois pas présentement, mais bon, ça va être mis sur YouTube comme d'habitude. Vous pourrez le visionner. Et pour les gens du Québec, à 19h30 ce soir, c'est un rendez-vous pour qu'on puisse finalement répondre aux questions, aux réflexions que vous pourriez avoir. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.